un métier de savoir. C'est là où au fond, c'est comme si c'était thèse, antithèse et synthèse. Donc, des savoirs sans métier, un métier sans savoir, et enseigner, l'enseignement, ça serait peut-être un métier de savoir. Alors, quels seraient les savoirs propres au métier d'enseignant? Y a-t-il des savoirs qui permettent de faire la classe? Autrement dit, y a-t-il des savoirs pédagogiques? C'est ce qui nous conduit à définir la pédagogie. La pédagogie, premier point, première grande partie. Selon Kirchner, Kirchner a établi une distinction intéressante. Il dit, la pédagogie, elle peut être générale, au sens où elle réfère à des stratégies et techniques qu'un enseignant utilise pour faciliter l'apprentissage en général. Bon. La pédagogie aussi peut être spécifique à un domaine du savoir, comme par exemple les mathématiques, la musique. La didactique occupe ce terrain-là. Chez les anglophones, on peut parler, dans certains cas, de pédagogie mathématique, ou etc. C'est lié à des domaines du savoir, mais dans ce cas-là, la didactique occupe ce terrain-là des disciplines, quoi. Enfin, aussi, selon Kirchner, on peut parler de pédagogie et référer à une approche particulière d'enseignement. Ça peut être la pédagogie par projet, la pédagogie Montessori, la pédagogie Freinet, la pédagogie différenciée. Bon. Et là, on en a toute une gamme et c'est on en arrive à une série de variations, de modèles, et c'est très éclaté. Alors, je m'intéresse particulièrement au premier sens de pédagogie, c'est-à-dire le sens de pédagogie générale. Ça renvoie aux stratégies qu'un enseignant déploie pour faire apprendre et pour éduquer. Mais on a besoin de plus que cela pour se construire un concept opérationnel de pédagogie. Alors, c'est ici que je vous convie à faire un petit détour historique. Dans des travaux antérieurs, et là, je vous renvoie à un ouvrage qu'on a publié qui s'appelle « La pédagogie, théorie et pratique de l'Antiquité à nos jours », que plusieurs d'entre vous connaissent. Bon. Et dans cet ouvrage-là, j'ai tenté de montrer que la pédagogie était l'affaire du XVIIe siècle, au sens où, à cette époque, pour un ensemble de facteurs, serait apparu et s'est implanté une manière relativement uniforme et stable de faire la classe. Avant cette époque-là, on pouvait enseigner, mais ce qui est intéressant avec le XVIIe siècle, c'est qu'on a codifié cette façon d'enseigner là. On a écrit des traités de pédagogie. Les communautés religieuses ont été particulièrement, comment je dirais, ont influencé beaucoup cela parce que tous ceux qui faisaient partie des communautés religieuses, qui étaient souvent des communautés religieuses enseignantes, on participait, apprenaient les traités de pédagogie, on fondait des écoles et on enseignait selon ce code-là qui était en vigueur dans cette communauté religieuse-là. Et les codes, les manières d'enseigner étaient relativement semblables d'une communauté à l'autre. Alors, cette manière d'enseigner, cette manière de penser l'enseignement et de faire la classe, bon, c'est ce que j'appelle la pédagogie. C'est ce qui émerge au XVIIe siècle et qui s'est transmis, qui s'est répercuté jusqu'à nos jours. Alors, à l'époque, je trouvais que la pédagogie pouvait être conçue comme un discours et une pratique d'ordre en vue d'assurer l'instruction et l'éducation des élèves dans la classe. On n'est plus en mode de préceptorat. Là, on est dans une situation où on a des collectifs d'élèves, et lorsqu'on a des collectifs d'élèves, il faut gérer la conduite des élèves, il faut gérer les contenus qui seront enseignés, et la base pour gérer ça, c'est d'établir un certain ordre dans l'espace qui est dévolu, c'est-à-dire la classe. Alors, on a des groupes plus nombreux, et ils peuvent même être dans les villes assez nombreux, même à Paris, on parle d'une centaine d'élèves au XVIIe siècle, ce qui n'est pas rien. Donc, si on a beaucoup d'enfants, du peuple, pas trop éduqués, un peu sales, effrontés, etc., et ça grouille dans la classe, alors là, il faut
les contenir, je dirais, si l'enseignant veut sauver sa peau, et on va établir un ordre, et on va quadriller complètement l'espace de la vie de la classe. Alors, le mot ordre peut effrayer d'aucuns, mais en réalité, le mot ordre aussi peut être vu dans un sens positif. C'est-à-dire, il est difficile de fonctionner dans un désordre total et il convient d'avoir un minimum d'organisation pour être capable de fonctionner là-dedans. Alors, la pédagogie, si j'ai à en établir, en décliner des caractéristiques, elle se déroule en contexte scolaire, plus particulièrement la classe, c'est-à-dire la pédagogie, à mon sens, apparaît avec la forme scolaire. Elle met en scène l'enseignant, parce que la pédagogie, c'est ce que l'enseignant pense ou fait pour faire apprendre et éduquer les élèves. La pédagogie implique un travail auprès d'un collectif d'élèves. On parle difficilement de pédagogie quand on a un élève ou on est en mode de préceptorat. Bon, c'est sûr qu'un précepteur peut enseigner, mais en même temps, il mobilise beaucoup moins de stratégies que celui qui enseigne à 30, 40, 50 élèves et qui a à contrôler le temps, l'espace, les déplacements des élèves et ainsi de suite. La pédagogie implique donc la construction d'un ordre comme je mentionnais tout à l'heure, pour que l'apprentissage et l'éducation adviennent. Quand je dis apprentissage et éducation, c'est les finalités de la pédagogie, c'est l'instruction, c'est-à-dire, au fond, on va faire apprendre un certain nombre de savoirs aux élèves et on vise à les éduquer. À l'époque, c'était les christianiser, les convertir. Bon, mais même si on est plus ou moins dans des dimensions religieuses, il reste que ça peut être former un bon citoyen, éveillé aux grandes préoccupations sociales, écologiques ou peu importe. Donc, il n'y a pas seulement une finalité d'apprentissage de contenu, il y a aussi une finalité éducative, c'est-à-dire de modifier les comportements en relation à un certain nombre de valeurs. La pédagogie est donc d'abord et avant tout une activité reliée au travail de l'enseignant dans le contexte de la classe, auprès de ses élèves, pour les instruire et les éduquer. C'est très circonscrit. Je ramène la pédagogie au contexte de la classe et c'est un travail qui a ses contraintes, qui comporte un certain nombre de conditions de réalisation. C'est un travail finalisé, on veut instruire et on veut inculquer un certain nombre de valeurs. En ce sens, l'analyse du travail de l'enseignant nous montre que la pédagogie comporte deux grandes fonctions étroitement reliées, celle de la gestion des contenus à faire apprendre et celle de la gestion de la classe ou de la gestion des conduites des élèves qui peuvent, gestion des conduites des élèves, notamment qui implique aussi l'inculcation d'un certain nombre de valeurs, de civilité. Faut lever sa main avant de poser une question. Tu prends pas le cahier de l'autre, tu lui demandes. Bon, des choses comme ça. Attends ton tour. Bon, il y a un certain nombre de valeurs qu'on essaie d'inculquer lors du fonctionnement de la classe. Donc, il n'y a pas seulement des contenus à apprendre, il y a aussi des conduites à gérer et tout le travail de l'enseignant, du moins quand il est avec ses élèves, consiste à travailler sur ces deux dimensions fondamentales-là. La pédagogie n'est donc pas l'éducation au sens général, parce que c'est sûr que l'enseignant éduque, mais il éduque dans un contexte qui est le contexte de la classe. La pédagogie n'est donc pas ce qu'on appelait la psychopédagogie, c'est-à-dire ne se limite pas au relationnel. C'est sûr qu'il y a des relations humaines dans la classe. La dimension gestion de classe comprend une forte dimension relationnelle, mais l'enseignement des contenus aussi implique une forte dimension relationnelle, parce que l'enseignant est toujours en train d'essayer de décoder comment l'autre apprend, comment les élèves apprennent. Mais on aurait tort de réduire la pédagogie à la psychopédagogie au sens de la psychologie humaniste et limiter au relationnel. Enfin,
à mon avis, la pédagogie n'est pas la didactique, c'est-à-dire limitée, propre à l'enseignement d'une matière. C'est pour ça qu'au début, je la situais dans un cadre plus général. Les didacticiens sont très reliés au contenu qu'ils ont enseigné. Évidemment, c'est une discipline noble, la didactique, et mon intention n'est pas du tout de la critiquer. Je dis ça parce qu'il y a des didacticiens autour de moi dans cette salle. Alors, deuxième partie, les savoirs d'action pédagogique. Bon. La pédagogie, quand on dit on vise à instruire et éduquer les élèves, évidemment, je dirais qu'on est comme dans le prolongement des grands idéaux de Comenius. On s'inscrit dans une visée d'amélioration du travail de l'enseignant. Comenius nous disait il faut enseigner plus, plus vite et mieux. Il disait ça à l'époque, et en même temps, c'est encore vrai. C'est-à-dire qu'on veut enseigner plus de contenu, on cherche toujours à ce que les enfants sachent davantage, on voudrait que ça prenne moins de temps parce que le temps n'est pas infini, et on voudrait enseigner mieux, c'est-à-dire qu'ils retiennent ce qu'on leur a montré. Bon, alors, Comenius avait ce fantasme-là au XVIIe siècle. On l'a encore aussi, un fantasme, ceci de particulier, c'est qu'on ne peut jamais le réaliser, donc c'est comme une sorte de finalité sans fin, c'est un horizon inaccessible, mais ça nous donne un cadre dans lequel on s'inscrit, c'est-à-dire la pédagogie vise, on veut améliorer ces trois composantes-là, plus, vite et mieux. Donc, la pédagogie s'inscrit dans un rapport instrumental, c'est-à-dire dans un rapport moyen-fin. Quels sont les meilleurs moyens pour atteindre les fins? Les fins d'apprentissage, de contenu X, Y, Z, des fins de valeur à acquérir, des conduites comportementales à adopter ou à apprendre. Alors, s'il y a une visée de plus grande efficacité, alors la recherche pédagogique, ce qu'on pourrait appeler, est-ce qu'il y a une recherche pédagogique? La recherche pédagogique prend pour objet les attitudes, les représentations et actions de l'enseignant en vue d'améliorer l'instruction et l'éducation des élèves dans la classe. Les savoirs produits par la recherche pédagogique constituent ce que j'appelle des savoirs d'action pédagogique, c'est-à-dire des savoirs sur comment faire la classe. Faisons un détour historique pour mieux en saisir la teneur. J'aime l'histoire, alors je fais souvent des parcours. L'histoire nous permet de nous donner des repères, de mieux comprendre des contextes. Et évidemment, comme il y a aussi des didacticiens de l'histoire dans cette salle-ci, alors je ne peux que vanter cette approche. Je vous taquine. Alors, les savoirs d'action pédagogique. L'évolution de la recherche pédagogique, on pourrait la décliner en 5 périodes. Bon, une première période, c'est-à-dire l'approche des traits de personnalité des enseignants. Dans la première moitié du 20e siècle, on se posait toujours la question, mais quelles sont les qualités d'un bon enseignant? Alors, ça a commencé comme ça a duré longtemps, on a cherché, on a demandé aux élèves, c'est quoi pour toi un bon prof? Là, ils ont dit, il est patient, il a le sens de l'humour, il est attentionné, enfin, des choses, il est juste. On a demandé aux parents, c'est quoi pour vous des bons profs? Bon, ils déclinaient aussi tout un ensemble de qualités. On a demandé aux enseignants, mais c'est quoi pour vous des bons profs? On a demandé aux directeurs d'école, d'établissement, qu'est-ce que c'est pour vous des bons profs? Bon, ça a posé toutes sortes de problèmes dans le sens qu'on a identifié des séries de qualités, même dans un cas, ça allait jusqu'à 83 qualités de bon enseignant. Et les qualités ne correspondaient pas d'une population à l'autre, c'est-à-dire ce que les élèves avaient comme qualité n'était pas nécessairement les qualités des autres acteurs. Bref, on arrivait avec un éventail de qualités qui était tel que finalement, ça ne distinguait plus ce métier de n'importe quelle autre occupation ou de ce que peut être, je dirais, même une personne de commerce agréable. Donc, il y avait trop de qualités, ça devenait inopérant. On a procédé autrement par la suite. On s'est dit, au fond, quelles seraient les meilleures méthodes d'enseignement? Après la Seconde Guerre mondiale, on a tenté cela. Et là aussi, en fait, ça a conduit là aussi, cette approche-là, à un cul-de-sac, dans le sens que on n'est pas allé voir comment les enseignants utiliser les méthodes d'enseignement. On a seulement essayé de voir comment les élèves
qui avaient des enseignants qui disaient utiliser ces méthodes d'enseignement-là réussissaient. Et quand on faisait des comparaisons comme de méthode en méthode, sans aller voir comment les enseignants de ces méthodes-là les utilisaient, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement de différence significative. Bon, cette approche-là a été abandonnée par la suite.